Oh, puisque mon fils est l'enfant de ton mari, la moitié de cette maison de 800 000 euros me revient. C'est ce que ma propre sœur m'a dit, un sourire aux lèvres lors de la fête pour le premier anniversaire de son bébé. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. J'ai juste bu une lente gorgée de ma tisane et j'ai répondu « C'est mignon ». Parce qu'à cet instant précis, j'ai compris une chose terrible. Le deuil ne rapproche pas toujours les familles. Parfois, il les transforme en loups. Et cette trahison a allumé en moi un feu que je ne pensais pas posséder. Je m'appelle Solange Martin. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais vous demander d'où m'écoutez-vous ce soir? Parce que cette histoire, ce n'est pas seulement une anecdote, c'est une leçon, un avertissement, sur la façon dont les gens les plus proches de vous peuvent cacher leurs dents les plus acérées derrière un sourire. Laissez-moi vous ramener en arrière, avant les mensonges, avant les faux papiers et les insultes murmurées. Retour à l'époque où mon monde semblait encore stable même s'il était solitaire. Cela faisait à peine 6 mois que j'avais perdu mon mari Jean Martin. 32 ans de mariage disparus en un battement de cœur cruel et silencieux. Il est mort dans son sommeil, le genre de mort que les gens qualifient de paisible. Mais la paix n'est pas ce qui attend celui qui reste. La maison ressemblait à un musée d'écho, ses chaussures toujours près de la porte, ses lunettes de lecture soigneusement pliées sur la table de nuit. Je me réveillais en m'attendant à l'entendre fredonner faux dans la cuisine. À la place, j'entendais le silence. Ce genre de silence qui vous renvoie votre propre écho. Jean n'était pas un homme tape à l'œil. Il était stable, réfléchi, le genre de personne qui réparait ce qui était cassé au lieu de le jeter. Il avait commencé comme simple artisan pour finir patron de sa propre petite entreprise. Rien d'extravagant, juste de l'honnêteté. Ensemble, nous avions construit une vie simple. Une maison, un amour, un rêve partagé de vieillir ensemble au bord de la mer. Nous n'avons jamais eu d'enfants. C'était la seule douleur qui n'a jamais guéri. Les médecins, les prières, les nuits silencieuses, avec des larmes sur mon oreiller, rien n'y a fait. Alors quand ma jeune sœur Chantal a eu son premier bébé, j'ai aimé cet enfant comme si on m'avait donné une seconde chance. Je l'ai gâté avant même qu'il ne sache parler. Chantal et moi avions 10 ans d'écart, mais elle ne m'a jamais laissé oublier qui de nous deux était la jolie. Elle a toujours été ce genre de femme qui entre dans une pièce et captive les regards. Pas seulement parce qu'elle était belle, mais parce qu'elle s'attendait à être remarquée. Elle avait toujours eu une certaine avidité en elle, pour l'attention, pour le luxe, pour la validation. Jean disait qu'elle lui faisait penser à un feu de paille. Éblouissante, quelques instants, puis disparue. Mais après son décès, elle a commencé à venir plus souvent. Au début, j'ai cru à de la gentillesse. Elle apportait des petits plats aux maisons, m'aidait avec la paperasse, s'assurait que je n'étais pas seule. Je n'avais pas réalisé alors qu'elle tournait autour de moi qu'elle attendait. Ça a commencé par de petites remarques. Inoffensives en apparence, mais tranchantes. Tu as tellement de chance que Jean t'ait laissé cette maison. Tu sais, avec les prix de l'immobilier actuel, cet endroit pourrait se vendre pour presque 1 million d'euros. Ou avait-il parlé de mettre à jour son testament? J'ignorais ses pics. Le deuil rend les gens maladroits, me disais-je. Peut-être essayait-elle juste de m'aider à penser de façon pratique. Et puis elle a commencé à ouvrir les tiroirs sans y être invitée. Pour chercher des timbres, disait-elle. Elle a commencé à réorganiser les choses dans ma cuisine, commentant à quel point tout était démodé. Une fois, je l'ai surprise dans le couloir fixant une photo encadrée de Jean et moi le jour de notre mariage. Son expression, je ne l'oublierai jamais. Pas de l'envie, pas de la tristesse. Quelque chose de plus froid. Quelque chose comme du calcul. Pourtant, je trouvais des excuses. C'est ce qu'on fait quand on aime quelqu'un qui ne vous aime pas en retour. On justifie les fissures jusqu'à ce que le mur s'effondre. Puis, un après-midi, elle a amené son bébé. Il avait environ 3 mois. De grands yeux marrons, des boucles douces, une petite fossette sur la joue gauche. J'ai souri en le voyant, mais quelque chose dans ce sourire m'a figé. Jean avait la même fossette, la même teinte grisâtre rare dans les yeux. J'ai senti un malaise fugace, rapide, absurde, et disparu avant que je ne puisse le nommer. Mais cette nuit-là, en faisant la vaisselle, la pensée est revenue plus forte. Serait-ce possible? J'ai secoué la tête. Non, Jean n'aurait jamais. Et Chantal, ma propre sœur? Elle ne pouvait pas. J'ai repoussé cette pensée comme un mauvais rêve, parce que si je me laissais y croire, je savais que je ne les regarderais plus jamais de la même façon. Je me souviens avoir murmuré à sa vieille photo sur la cheminée, cette nuit-là, la voix tremblante. « Dis-moi que j'imagine des choses, Jean. Dis-moi que tu n'aurais pas fait ça. » La photo n'a pas répondu. Elle ne répondrait jamais.
Mais au fond de moi, un instinct silencieux avait déjà commencé à murmurer. C'était le début de l'orage. Et moi, encore trop aveuglée par le chagrin, je ne voyais même pas les nuages s'accumuler au-dessus de mon propre toit. Le chagrin est une chose étrange. Il ne va pas en ligne droite. Il tourne en rond, il revient, il murmure de nouvelles questions quand on s'y attend le moins. Quand Léo, le bébé de Chantal, a eu 6 mois, j'ai arrêté de prétendre que je ne voyais pas. La ressemblance, la façon dont son sourire se courbait exactement comme celui de Jon, même la façon dont ses petites mains se serraient quand il dormait comme Jon qui avait l'habitude de rentrer son pouce. C'était troublant. Mais le chagrin rend paranoïaque, n'est-ce pas? C'est ce que je me disais. Je pensais que je voyais peut-être Jean partout parce qu'il me manquait trop. Pourtant, une fois l'idée enracinée, elle a poussé comme du lierre. Lente, silencieuse, impossible à arracher. Chantal continuait ses visites. Toujours à l'improviste, toujours avec son fils Léo. Elle entrait avec ce rire faussement enjoué parlant de combien la maternité célibataire était épuisante et combien Jean aurait été fier de voir un autre garçon dans la famille. Au début, je n'ai même pas relevé la formulation. Mais plus tard seule, je me la suis repassée. Un autre garçon dans la famille, comme si son enfant appartenait à Jean. Un soir, elle est venue en portant une vieille chemise de jonc. Ma machine à laver est en panne, dit-elle légèrement quand je l'ai regardée. J'ai juste pris quelque chose de confortable dans la buanderie. C'était sa chemise à carreaux bleus, celle que je n'avais pas pu me résoudre à jeter. Je me souviens être restée là, les mains tremblantes sur le comptoir, à la regarder donner de la banane écrasée à son bébé vêtu de sa chemise. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Alors j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai fouillé les vieux tiroirs de Jean, ceux de son bureau qu'il gardait toujours impeccablement rangés. Je ne cherchais rien en particulier. Ou peut-être que si, il y avait des reçus, des notes, des cartes, rien d'inhabituel, jusqu'à ce que je remarque quelque chose manquant. Une petite boîte en bois où il gardait ses lettres, disparue, et à sa place un léger cercle de poussière nette sur les bords, comme si elle avait été soulevée récemment. Le lendemain, j'ai demandé nonchalamment à Chantal si elle avait emprunté cette vieille boîte à lettres que j'en gardais. Elle a scié trop rapidement. Quelle boîte à lettres? J'ai haussé les épaules. Oh, rien, je pensais juste l'avoir égarée. Ah! Elle a souri trop largement. Solange, tu oublies les choses. Tu devrais te reposer davantage. Ce mot oublier m'a piqué, parce que je n'oubliais pas. Je me souvenais de chaque moment étrange, de chaque pause gênante, de chaque murmure qui m'avait semblé déplacé auparavant. Quelques jours plus tard, en triant le courrier, et j'ai trouvé une fine enveloppe glissée entre des magazines. Elle était vieille, jaunie, légèrement froissée. L'adresse était écrite de la main de Chantal. La date, 3 semaines avant la mort de Jean. Je me suis figée. La lettre n'était pas complètement scellée. La colle avait séché avec le temps. À l'intérieur, un mot, court, presque provocateur. Je ne peux pas continuer à faire semblant, Jean. Tu as dit que tu t'en occuperais avant la fin de l'année. Si tu ne le fais pas, je le ferai. Chut. Mes genoux ont failli céder. M'en occuper? De quoi? Que voulait-elle dire? J'ai relu le cœur battant si fort que je l'entendais résonner dans la maison vide. Le pire, c'était que l'écriture était indéniablement la sienne. Chaque boucle, chaque courbe de ces lettres, c'étaient les mêmes que sur mes cartes d'anniversaire. Cette nuit-là, je suis restée assise à la table de la salle à manger avec la lettre devant moi, la lampe projetant de longues ombres sur le papier. Je fixais la chaise de Jean vide comme toujours. Je voulais croire qu'il était innocent, que peut-être Chantal parlait d'autre chose. Peut-être qu'elle menaçait de me parler d'un prêt, d'une erreur, de quelque chose de pardonnable. Mais mon instinct disait le contraire. Puis comme si le destin voulait remuer le couteau dans la plaie, Chantal a appelé le lendemain matin. « Salut » a-t-elle gazouillé. Je pensais qu'on pourrait fêter le premier anniversaire de Léo à l'auberge du Vieux Chêne. Tu sais, quelque chose de chic. Tu pourrais aider à couvrir les frais puisque tu es pratiquement sa... Elle s'est interrompue au milieu de sa phrase. Puisque tu es comme de la famille, a-t-elle terminé rapidement. Je n'ai pas répondu pendant quelques secondes. J'avais la gorge sèche. Bien sûr, ai-je dit doucement. La famille aide toujours la famille. Ma manqué. Mais quand j'ai raccroché mes mains, tremblées, si fort que j'ai failli lâcher le téléphone. Cette simple pause, ce lapsus dans sa voix, c'était la fissure dans le miroir que j'évitais de regarder. J'ai regardé autour de moi, dans la maison que Jean et moi avions bâtie, et pour la première fois, je me suis sentie envahie. Chaque photo au mur ressemblait soudain à une preuve à charge.
Chaque silence sonnait comme un aveu de culpabilité. Pourtant, je ne pouvais pas la confronter. Pas encore. J'avais besoin de savoir. J'avais besoin d'une preuve de quelque chose d'indéniable. Et au fond de moi, une pensée froide et déterminée a commencé à prendre forme. Si Chantal avait vraiment franchi cette ligne avec mon mari, alors elle n'avait pas seulement volé ma confiance. Elle avait volé le dernier morceau de lui qu'il me restait. C'est là que je me suis fait une promesse. Je découvrirai la vérité peu importe ce qu'il m'en coûterait. Le matin du premier anniversaire de Léo avait une atmosphère étrange. L'air était lourd, comme s'il savait quelque chose que j'ignorais. Le ciel était clair, ce genre de bleu calme qui vous fait penser que rien de mal ne peut arriver dessous. Je me suis habillée avec soin. J'ai mis les boucles d'oreilles en perles que Jean m'avait offertes pour notre 10e anniversaire. Elles m'ont toujours donné du courage. Je me suis regardée dans le miroir et j'ai murmuré « Voyons voir ce qu'elle cherche vraiment ». Chantal avait mis les petits plats pour moi dans les grands. La fête avait lieu à l'auberge du Vieux-Chêne. Il y avait des arches de ballons, une fontaine de chocolat et une immense bannière Léo a 1 an. Le genre de fête qui criait l'argent que je savais qu'elle n'avait pas. Je me tenais près du buffet, ma tasse de tisane à la main, essayant de rester invisible au milieu du bruit. Quand elle m'a repéré, son sourire s'est élargi de cette manière exagérée parfaite pour les photos. « Solange, tu es venue », a-t-elle gazouillé, m'embrassant dans le vide près de ma joue. Son parfum était lourd, floral, suffocant. « Tu vas adorer la surprise que j'ai pour plus tard. » Je n'ai pas répondu. Je me suis contentée de sourire en retour. Mon cœur battait déjà la chamade contre mes côtes. Pendant 1 heure, je l'ai regardée faire salon comme une politicienne. Elle riait trop fort, touchait le bras de tout le monde en parlant et s'assurait que les photographes la prenaient sous tous les angles. Léo trottinait dans un petit nœud papillon le centre de l'attention. Et oui, chaque fois que je le regardais, je voyais Jon, le même menton, le même demi-sourire. Chaque ressemblance était comme une gifle que je devais endurer en silence. Puis juste au moment où ils apportaient le gâteau, Chantal a teinté son verre avec une cuillère. « Tout le monde, avant de couper ce gâteau, j'ai quelque chose d'important à partager », annonça-t-elle. Sa voix avait ce mélange de douceur et de venin que j'avais appris à reconnaître. Le brouhaha s'est tu. Tout le monde s'est tourné vers elle. J'ai senti ma colonne vertébrale se raidir. Chantal a pris une profonde inspiration et a souri. La plupart d'entre vous savent que ma sœur Solange a traversé beaucoup d'épreuves depuis le décès de Jean. C'était un homme merveilleux, généreux, gentil et profondément loyal envers sa famille. Elle m'a regardée en disant cela les yeux brillants. Et aujourd'hui, je veux honorer cette loyauté. J'ai cligné des yeux. Honorée? De quoi parlait-elle? Elle a sorti un papier plié de son sac à main, d'un geste délibéré théâtral. Ceci, dit-elle d'un ton dramatique, est une copie du testament de Jean, celui qu'il a fait pour s'assurer que toute sa famille soit prise en charge. Mon estomac s'est noué. Elle n'oserait pas. Chantal l'a brandi pour que tout le monde le voie. Il est écrit ici, continua-t-elle, que sa succession, y compris leur maison de 800 000 € doit être divisée entre sa femme et son fils Léo. Badonton metanassa sambiesium. Des hoquets de surprise ont rempli la pièce. Quelqu'un a fait tomber une fourchette. L'air s'est épaissi comme du brouillard. Pendant un instant, j'ai cru avoir mal entendu. Mais ensuite, elle m'a souri directement. Ce sourire suffisant, satisfait que seuls les cruels peuvent maîtriser. « Hé, vous avez bien entendu ?» dit-elle en se tournant vers les invités. Jean et moi, nous avions un lien, compliqué. Mais l'amour est compliqué, n'est-ce pas? Elle a eu un petit rire forcé. Et maintenant, par souci d'équité, je vais réclamer la part de Léo. Je jure que le monde entier est devenu silencieux. Je pouvais entendre mon cœur battre dans mes oreilles. Tous les yeux faisaient la navette entre nous. Pitié, curiosité, jugement. Tout se mélangeait. Mes doigts se sont resserrés sur ma tasse de tisane. J'ai cru que j'allais la lâcher. Mais au lieu de cela, j'ai pris une gorgée lente et prudente. La porcelaine a cliqueté doucement quand je l'ai reposée. « C'est mignon », ai-je dit calmement. Quelques personnes ont suffoqué. Le sourire narquois de Chantal a légèrement vacillé. « Pardon ?» demanda-t-elle en penchant la tête. J'ai rencontré son regard calme, imperturbable. « C'est mignon », ai-je répété, parce que Jean s'est assuré que quiconque prononcerait ces mots le regretterait. Un murmure s'est répandu dans la foule. L'assurance de Chantal a faibli. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, révélant la première lueur de doute.
Je ne vois pas ce que tu veux dire, dit-elle en forçant un rire. Je pense que si, ai-je répliqué doucement. Tu as toujours aimé jouer avec le feu, Chantal, mais tu n'as jamais appris à éteindre un incendie. Ses yeux ont cherché du soutien autour d'elle, mais la salle s'était retournée contre elle. Des chuchotements ont parcouru les invités comme le vent dans les herbes sèches. Un ami de la famille a marmonné « C'est sérieux ». Un autre a dit « Elle ment, elle doit mentir ». Je n'ai pas dit un mot de plus. Je n'en avais pas besoin. Le silence qui l'entourait faisait déjà mon travail. J'ai simplement pris mon sac à main, j'ai redressé ma veste et j'ai dit « Profitez bien du gâteau ». Puis je suis sortie, la tête haute, le pas assuré, le son de mes talons fendant le silence. Dehors, le soleil m'a frappé le visage. Et pour la première fois depuis des mois, je me suis sentie vivante, parce que maintenant j'avais la confirmation. Pas du testament, pas de la paternité de Léo, mais de l'avidité de Chantal. Elle venait de déclarer la guerre en public, et elle n'avait aucune idée que j'avais déjà les munitions. En rentrant chez moi, je pouvais presque entendre à nouveau la voix de Jean. Calme, basse, rassurante. Ne les combats pas avec la rage, Solange, disait-il. Combat-les avec la vérité. Alors, j'ai décidé que c'était exactement ce que j'allais faire. Au moment où le soleil du soir s'est couché, je savais ce que j'allais faire. Si Chantal voulait jouer belle avec les morts, je lui sans cri montrerais ce que mon mari avait laissé derrière lui, et pourquoi elle n'aurait jamais dû prononcer son nom. Cette nuit-là, j'ai ouvert le coffre-fort que seuls Jean et moi connaissions. Et quand j'ai vu ce qu'il y avait à l'intérieur, mon souffle s'est coupé. Parce que Jean n'avait pas seulement écrit un testament, il avait écrit une confession. Le coffre était caché derrière le portrait de Jean et moi le jour de notre mariage, celui dont Chantal disait toujours « Vous avez l'air trop sérieux ». Elle n'a jamais su qu'il dissimulait quelque chose d'aussi sérieux. Mes doigts tremblaient en entrant l'ancienne combinaison, sa date de naissance, notre anniversaire de mariage, et l'année où nous avions acheté cette maison. La serrure s'est ouverte avec un doux soupir métallique. À l'intérieur, quelques objets familiers. L'alliance de Jean, le titre de propriété de la maison des papiers d'assurance. Et puis, une enveloppe, épaisse couleur crème scellée avec son écriture sur le devant, pour Solange, au cas où la vérité aurait un jour besoin d'une voix. Mon cœur battait à tout rompre alors que je m'asseyais et dépliais la lettre à l'intérieur. L'écriture était ferme, familière. La voix de Jean a pris vie dans mon esprit à chaque mot. Ma Solange, si tu lis ceci, c'est que la vie a décidé d'être cruelle avec moi plutôt que je ne l'espérais. J'ai essayé de te protéger de la douleur, mais il y a quelque chose que tu dois savoir au cas où mon silence deviendrait l'arme de quelqu'un d'autre. Il y a 1 an, ta sœur est venue me demander de l'aide, de l'argent principalement. Elle a dit qu'elle avait fait de mauvais choix et ne voulait pas te le dire. Je l'ai aidée discrètement, pensant que cela resterait ainsi. Mais bientôt, elle a commencé à venir plus souvent, à rester tard, à agir différemment. Une nuit, elle a franchi une ligne. Elle a dit des choses qu'un homme ne devrait jamais entendre de la part de la sœur de sa femme. Elle a essayé de me convaincre qu'elle m'aimait, qu'elle avait toujours été celle qui me comprenait le mieux. Je l'ai repoussée, Solange. Tu dois me croire. Je lui ai dit non, et je lui ai dit de partir. Mais elle n'a pas arrêté. Elle a commencé à envoyer des lettres. Des menaces déguisées en confessions. Elle a dit que si je ne réglais pas les choses, elle s'assurerait que tu ne me regardes plus jamais de la même façon. Je ne t'ai rien dit parce que je ne voulais pas qu'elle gâche notre tranquillité. Je ne pensais pas qu'elle irait aussi loin. Mais si jamais elle prétend que son enfant est le mien, regarde à l'intérieur de l'enveloppe que j'ai scellée avec cette lettre. Elle te dira tout. Mes mains tremblaient en attrapant la plus petite enveloppe scellée glissée derrière la note. Elle portait l'étiquette « Résultat de l'analyse d'acide désoxyribonucléique pour le fils de Chantal ». Je me suis figée. Il avait su. Il l'avait testé lui-même. Pendant un instant, je suis restée assise là à la fixer, trop effrayée pour l'ouvrir. Mon esprit rejouait chaque souvenir de Chantal, son rire, ses lapsus, son sourire suffisant à la fête d'anniversaire. Et Jean, l'homme que je pensais connaître mieux que personne, avait-il vraiment traversé cet enfer seul? J'ai décollé le seau. À l'intérieur se trouvaient 2 documents, un rapport d'analyse d'acide désoxyribonucléique et une lettre notariée d'un avocat de la famille. Le rapport était clair. Probabilité de paternité 0,00%. Jean n'était pas le père. Mon souffle s'est coupé. Le soulagement, le chagrin, la fureur. Tout s'est écrasé en moi comme une tempête.
J'ai pressé ma main contre ma poitrine, les larmes coulant avant même que je ne réalise que je pleurais. Il m'avait protégée même depuis sa tombe. Il avait su qu'elle essierait quelque chose comme ça. Il connaissait son avidité, sa manipulation, son impudeur. Il m'avait laissé tout ce dont j'avais besoin pour combattre ses mensonges. Le second document notarié était son vrai testament, enregistré et validé par des témoins. Dedans, Jean me léguait l'intégralité de ses biens, avec une clause personnelle écrite à la main au bas de la page. À ma femme Solange, la seule femme que j'ai jamais aimée, et à quiconque osera prétendre le contraire que ceci serve de dernier mot. Je suis restée assise là pendant des heures à fixer ces mots. Ils étaient à la fois une blessure et une bombe. J'ai murmuré dans le silence « Tu savais qu'elle viendrait me chercher, n'est-ce pas ?» Je pouvais presque entendre son petit rire, ce son bas et entendu. Mais avec le soulagement est venue la colère. Une colère calme brûlante. Chantal n'avait pas seulement essayé de voler le nom de mon mari, elle avait souillé sa mémoire, instrumentalisé mon chagrin et m'avait humiliée devant notre entourage. Cette nuit-là, j'ai posé les 2 testaments côte à côte. Celui qu'elle avait brandi en public et le vrai. L'un était du papier imbibé de mensonges, l'autre la vérité gravée dans l'encre. J'ai réalisé alors que je ne voulais pas seulement laver le nom de mon mari. Je voulais qu'elle ressente ce qu'elle m'avait fait ressentir, cette honte profonde et vide d'être démasquée. Mais je savais aussi que je devais le faire de la bonne manière. Pas par des cris, pas par des ragots, mais par la précision. Chantal voulait jouer le jeu de la tromperie. Très bien. Mais elle était sur le point d'apprendre quelque chose de crucial. J'avais passé 30 ans à regarder Jean gérer les menteurs et les tricheurs. J'avais appris de lui la patience et la stratégie. Quand l'aube s'est glissée à travers les rideaux, mes larmes avaient séché. Je m'étais versé une tasse de café, j'avais empilé les documents proprement dans un dossier et j'ai murmuré « Très bien, Chantal. Voyons voir à quel point tu es courageuse quand la vérité se présentera à ta porte. » Parce que ce n'était plus une question de vengeance. Il s'agissait de restaurer la dignité, la mienne et celle de Jean. Et j'avais déjà planifié le premier coup. Pendant les 3 jours suivants, j'ai joué le rôle de la veuve éplorée et crédule, la même femme que Chantal croyait pouvoir manipuler. Je ne l'ai pas appelée, je n'ai rien publié, j'ai simplement attendu, parce que je savais qu'elle me contacterait. Les gens comme Chantal le font toujours, pas par inquiétude, mais pour mesurer les dégâts. Et bien sûr, le 4e jour, mon téléphone a vibré. « Salut Solange. » Sa voix était mielleuse, plus fausse que jamais. J'espère qu'il n'y a pas de rancune à propos de la fête. L'émotion a pris le dessus. J'essayais juste d'être honnête, tu sais, pour le bien de Léo. J'ai tenu le téléphone contre mon oreille, regardant la lumière du soleil traverser le vieux bureau de Jean. « Oh, ne t'inquiète pas, » ai-je dit doucement. « Je comprends maintenant. Tu protégeais juste ce que tu crois t'appartenir. » Il y eut une petite pause à l'autre bout du fil, le genre de pause qui se produit lorsqu'un menteur sent le danger sans pouvoir le nommer. « Exactement, » dit-elle rapidement. « C'est tout ce que j'ai toujours voulu, l'équité. » « L'équité » ai-je répété. « Oui, c'est le mot ?» Puis j'ai lancé l'appât. « J'ai réfléchi, Chantal. Il est peut-être temps que nous réglions cela à l'amiable. Viens demain avec ton avocat. Nous partagerons les choses comme Jean l'aurait voulu. » Ah non, elle a expiré audiblement soulagée. « Oh Solange, c'est merveilleux. Tu fais ce qu'il faut. » Non, pensai-je. Je fais ce qui est définitif. Le lendemain d'après-midi, j'ai préparé la scène. J'ai nettoyé le salon jusqu'à ce qu'il ressemble à une salle d'audience. Soigné, symétrique, délibéré, j'ai préparé une tisane à la camomille. J'ai disposé le faux testament qu'elle avait agité à la fête, en plein milieu de la table basse, à côté d'un dossier qui contenait la vérité, le vrai testament, le rapport d'analyse d'acide désoxyribonucléique et la confession manuscrite de Jean. Quand elle est arrivée, elle était radieuse, comme quelqu'un qui entre pour recevoir un prix. Son avocat, un homme mince aux yeux nerveux, la suivait. « Solange, » dit-elle en se penchant pour m'embrasser dans le vide. « Tu es resplendissante. Je savais que nous pouvions gérer cela comme des adultes. »« Bien sûr, » ai-je répondu en souriant. Elle s'est assise, croisant les jambes, comme si elle était propriétaire des lieux. L'avocat a commencé à déballer ses papiers, une confiance de circonstance sur le visage.
Alors commença-t-il, ma cliente estime qu'il est dans l'intérêt de tous de procéder sans hostilité. Madame Martin, vous conserverez la résidence ici tout en transférant la moitié de la propriété au jeune Léo conformément à ce document. J'ai levé la main. En fait, l'ai-je interrompu doucement. Avant de commencer, je veux m'assurer que nous regardons tous la même chose. J'ai fait glisser le faux testament vers lui. C'est ce que Chantal a montré à la fête, n'est-ce pas? Il a hoché la tête. Oui, cela semble être la copie. Eh, n'est-ce bien ai-je dit. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose que Jean a laissé pour des moments comme celui-ci. J'ai ouvert mon dossier, lentement, délibérément. J'ai étalé le vrai testament, notarié et scellé. Le test d'acide désoxyribonucléique a suivi net et indéniable, puis enfin la lettre de Jean. Chantal s'est penchée en avant, son sourire s'effaçant. Qu'est-ce que c'est? La vérité, dis-je calmement, le genre de vérité que Jean ne m'a jamais cachée. Son avocat a ajusté ses lunettes, le front plissé en comparant les documents. Mademoiselle Chantal, murmura-t-il, ceux-ci sont légitimes. Celui-ci, dit-il en tapotant la fausse copie, ne l'est pas. Son visage est devenu blême. Non, 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 ce n'est pas possible. Jean m'avait dit. Jean ne t'a rien dit du tout. L'ai-je coupé la voix froide maintenant? Il t'a repoussé, et avant de mourir, il s'est assuré que si jamais tu essayais de salir son nom, ces mots le laveraient. Elle s'est levée tremblante. Solange, s'il te plaît, ce n'est pas juste. Je voulais juste ce que mon fils mérite. Ce que ton fils mérite, dis-je posément, c'est une mère qui lui dit la vérité. L'avocat s'est éclairci la gorge. Mademoiselle Chantal, je pense qu'il vaut mieux que nous sortions. Mais je n'avais pas terminé? Pas encore. Avant de partir, dis-je en ouvrant un autre dossier, voici quelque chose d'autre. Une copie de la lettre de Jean notariée et authentifiée. J'ai envoyé des doubles à mon notaire, au registre foncier, et à l'associé de Jean, juste au cas où tu aurais à nouveau des doutes sur la propriété. Ah sans, les yeux de Chantal se sont remplis de larmes, le genre de larmes qui ne sont pas celles de la culpabilité mais de la peur. S'il te plaît, murmura-t-elle, ne me ruine pas. Je l'ai regardée, ma petite sœur, la fillette qui me tressait les cheveux et m'empruntait mes robes, et j'ai failli avoir pitié d'elle, presque. Je ne te ruine pas, dis-je doucement. Tu l'as fait toi-même. Puis je me suis penchée en avant, mon ton stable, calme, définitif. Tu voulais la moitié de ma maison, Chantal, mais tu sors d'ici aujourd'hui avec la moitié d'autre chose. La vérité, et elle est plus lourde que tu ne le penses. Bon. Elle est restée figée une longue seconde, puis a attrapé son sac et est sortie en trombe, son avocat trébuchant derrière elle. Le claquement de la porte d'entrée a résonné dans la maison silencieuse. Pendant un moment, je suis restée assise là à regarder les documents étalés devant moi, la preuve d'amour, de loyauté et de prévoyance que Jean m'avait laissée. La maison était silencieuse mais pas vide. Pour la première fois depuis des mois, je l'ai sentie là, pas comme un fantôme mais comme une force. J'ai murmuré vers le plafond « Tu m'as encore protégée, n'est-ce pas ?» Le soleil se couchait dehors, peignant le salon d'or. Je me suis versé une autre tasse de tisane, la même que j'avais bue à cette maudite fête d'anniversaire. Mais cette fois, elle n'avait pas un goût amer. Elle avait le goût de la victoire. Pourtant, je n'avais pas terminé. La vérité était une chose. La justice en était une autre. Et Chantal était sur le point d'apprendre que le silence ne signifie pas l'abandon. Il signifie qu'on planifie. Chantal n'a pas appelé pendant une semaine après notre confrontation. Pas un seul mot. Je l'imaginais s'agiter, inventer de nouvelles histoires, se convaincre qu'elle pouvait encore tordre la vérité. Mais certains mensonges sont trop lourds à porter. Le 8e jour, mon notaire m'a appelé pour me dire qu'elle avait discrètement retiré sa plainte sur la maison. Pas d'excuses, pas d'aveu, juste le silence. Le genre de silence qui a le goût de la défaite. Mais le silence ne me suffisait pas. Je ne voulais pas de vengeance. Je voulais que la vérité vive, qu'elle la suive partout, où elle irait, qu'elle la force à affronter ce qu'elle avait essayé de détruire. Alors j'ai envoyé une petite enveloppe scellée à son mari Didier. À l'intérieur, les résultats de l'analyse d'acide désoxyribonucléique, le vrai testament et la lettre de Jean. Pas d'explication, pas de signature, juste la vérité, pure et sans fioriture. 3 jours plus tard, mon téléphone a sonné. Solange.
La voix était basse, brisée. C'est Didier. Merci. Il n'a pas eu besoin d'expliquer. Les mots portaient leur propre histoire, l'incrédulité, le cœur brisé et le soulagement de savoir enfin. « Je suis désolée que vous ayez eu à traverser ça », a-t-il dit. « Je suis désolée que vous aussi », ai-je répondu. Mais au moins, maintenant, tout le monde sait qui elle est vraiment. Quand la nouvelle s'est répandue, elle s'est déplacée comme de la fumée. Silencieuse mais impossible à arrêter. Les gens chuchotaient son nom dans les allées du supermarché, lévitaient sur les bancs de l'église. Elle a falsifié le testament de sa sœur. Elle a menti sur son enfant. Elle a presque volé l'héritage de son mari. Pour une fois, je ne l'ai pas défendue. J'ai laissé la vérité respirer. Des semaines plus tard, je l'ai croisée au supermarché. Elle avait l'air vide. Plus de maquillage, les cheveux ternes, les yeux gonflés. Elle tenait la main de Léo, le petit garçon, clignant des yeux vers moi avec une innocence pure. « Didier est parti », dit-elle doucement. « Il a tout pris. » Je l'ai regardé, ma sœur mon sang, et j'ai dit « Non, Chantal, c'est toi qui t'es tout pris à toi-même. » Elle s'est mise à pleurer. « Tu avais tout, Solange, la maison, l'amour. Je voulais juste un morceau de tout ça. » J'ai hoché la tête lentement. « Et tu aurais pu avoir mon amour, mais tu voulais ma vie. Ce n'est pas la même chose. » Son fils a tiré sur sa manche confus par les larmes de sa mère. Je me suis agenouillée et je lui ai souri. « Prends bien soin de ta maman, d'accord » dis-je gentiment. Puis je me suis relevée, j'ai regardé Chantal dans les yeux et j'ai ajouté « Dis-lui la vérité un jour, ça fera moins mal que le mensonge. » Je l'ai laissé là debout dans le rayon des céréales, des larmes coulant sur ses chaussures, son fils tenant la seule main qu'elle n'avait pas encore perdue. Cette nuit-là, je me suis assise sur ma terrasse avec une tasse de tisane et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, la paix. La lettre de Jean reposait à côté de moi. Ces mots résonnaient encore. « Si tu es un jour forcé de choisir entre la gentillesse et le silence, choisis la vérité. C'est plus gentil à long terme. » Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai créé la fondation Jean Martin pour des débuts honnêtes. Un petit fonds pour aider les veuves et les mères célibataires à se reconstruire avec intégrité. Chaque chèque que je signais, chaque main que je serrais, c'était comme poser une pierre de plus dans les fondations que Jean m'avait laissées. Des mois plus tard, j'ai visité sa tombe. L'air était doux, le magnolia en fleurs. J'ai placé un petit ours en peluche près de sa pierre tombale et j'ai murmuré « Celui-ci est pour Léo ». Mais, puis après un long silence, j'ai ajouté « Ils ont failli tout prendre Jean, mais ils n'ont pas réussi. Tu m'as appris à rester debout. » Le vent a soufflé doucement dans les arbres, et je jure que je l'ai entendu me répondre « Tu as bien fait, Solange. » Cette trahison aurait pu me briser. Au lieu de cela, elle m'a façonnée. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis sa mort, j'ai dormi sans peur.